Bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous. Le président de la République, Joseph Aoun, et le Premier ministre désigné, Nawaf Salam, tiennent des concertations au palais de Baabda dans l'espoir que la formation d'un nouveau gouvernement soit annoncée à l'issue de cette réunion. Ce gouvernement a été au centre des déclarations de l'émissaire américaine Morgan Ortagus. Le Hezbollah ne doit pas faire partie du gouvernement libanais que tente de former depuis la mi-janvier le Premier ministre désigné Nawaf Salam, a affirmé du palais présidentiel l'émissaire américaine Ortagus. La déclaration de l'émissaire américaine a suscité de profonds remous politiques et des manifestations de la part de partisans du Hezbollah qui se sont rassemblés sur la route de l'aéroport pour protester contre les propos d'Ortagus. Le bureau des médias de la présidence de la République a bien précisé dans un communiqué que les remarques de Mme Ortagus depuis Baabda expriment son point de vue et que la présidence ne s'y intéresse pas. Issu d'une réunion avec le président de la République, Joseph Aoun, Morgan Ortagus a affirmé que la règne de la terreur du Hezbollah au Liban et dans le monde est révolue. Elle a surtout insisté sur le fait que le Hezbollah ne doit en aucun cas participer au nouveau gouvernement libanais. Plus encore, elle a exprimé de grands espoirs dans l'avenir en raison de l'arrivée au pouvoir d'hommes crédibles et engagés qui feront en sorte que la corruption prenne fin, tout comme l'influence du Hezbollah. L'adjointe de l'envoyé spécial américain par le Moyen-Orient a également signalé que les États-Unis continueront d'œuvrer pour mettre fin à l'influence de Hezbollah au Liban, appelant ainsi à son désarmement. Elle a aussi affirmé que Washington s'engage à ce que la date du 18 février soit celle de la fin de la mise en application des modalités du cessez-le-feu au Liban, et notamment du retrait israélien, et que cette date soit respectée. Succédant à Amos Hochstein, l'envoyée américaine a entamé une tournée dans la région du Liban Sud. Ces rencontres avec les différents responsables libanais porteront, en principe, sur la formation du gouvernement, le retrait des forces israéliennes, ainsi que la mise en œuvre du cessez-le-feu et des résolutions internationales, notamment le 1701. L'émissaire américaine, accompagnée d'un certain nombre d'officiers de l'armée libanaise, a entrepris une tournée de reconnaissance à la frontière sud, alors que dans un contexte de violation de l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuivait ses opérations militaires au Liban Sud et dans la Bekaa. Toujours du côté de la Bekaa, mais aussi au Akkar, à la frontière libano-syrienne, de violents affrontements ont opposé Hayat Tahrir al-Sham à des trafiquants de drogue relevant de certaines tribus. Plusieurs roquettes tirées du côté syrien ont atterri dans la zone frontalière d'Akroum du fait de ces confrontations. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des unités du commandement des opérations militaires ont mis en place des postes frontaliers dans la région de Qsaïr en Syrie et mené une opération de ratissage faisant un mort et un blessé à Hawik, une localité située à 5 km de la frontière syro-libanaise et habitée tant par des Libanais que par des Syriens. Les rapports ont signalé que 6 personnes relevant des tribus du Hermel ont été blessées dans les affrontements. Le bureau des médias du gouvernement syrien a annoncé, selon l'agence syrienne Sana, que le département de la sécurité des frontières avait lancé une vaste campagne dans le village frontalier de Hawik pour fermer les points de passage d'armes et de produits de contrebande et que les forces de sécurité syriennes ont procédé à des arrestations. En représailles, les tribus de la région ont affirmé détenir 2 captifs membres du personnel de sécurité syrien. Le passage de Joussi et le poste de contrôle de Masna ont été dans la journée le théâtre d'un échange de captifs entre Hayat Tahrir al-Sham et les tribus. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, se rendra en Israël et dans plusieurs pays arabes à la mi-février, a indiqué le département d'État américain. Ce sera le premier voyage du secrétaire d'État dans la région qui survient après les déclarations du président américain Donald Trump sur le déplacement des Palestiniens hors de la bande de Gaza.
M. Rubio se rendra en Israël, aux Émirats, au Qatar et en Arabie saoudite du 13 au 18 février. Les pays arabes et les dirigeants palestiniens ont fait part de leur vive opposition à la suggestion de Trump de déloger les habitants de la bande de Gaza après la guerre déclenchée le 7 octobre 2023. Le chef de la diplomatie américaine a de nouveau insisté sur le fait que Trump proposait de reconstruire ce territoire qui est actuellement inhabitable. Or, malgré les tentatives de relativiser les propos de Trump, ces annonces surprenantes sur Gaza, faites après une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, éloignent la perspective d'une normalisation entre Israël et les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, soulignent des experts. L'homme à l'origine de milliers de photos de corps suppliciés dans des centres de détention en Syrie, surnommé César, a révélé jeudi pour la première fois son identité lors d'un entretien à la chaîne qatari Al Jazeera, 2 mois après la chute du président Bachar al-Assad. Je suis l'adjudant-chef Farid Al-Mazhan, chef du bureau des preuves judiciaires à la police militaire de Damas, connu sous le nom de César, fils de la Syrie libre, originaire de Daraa, berceau de la révolution syrienne, a-t-il déclaré. Il a souligné qu'après le début du soulèvement en Syrie en 2011, sa mission a consisté à photographier les corps des morts en détention. En 2014, il a fait défection, emportant plus de 50 000 clichés effroyables sur des clés USB dissimulées dans ses chaussettes ou dans la nourriture. Aujourd'hui installé en France, il a dit avoir fui d'abord vers la Jordanie, puis vers le Qatar. Ces clichés sont à l'origine d'une loi américaine dite César, entrée en vigueur en 2020, qui impose des sanctions économiques contre la Syrie et à l'origine des procédures judiciaires en Europe contre les ex-collaborateurs de Bachar al-Assad. Le président américain Donald Trump a signé un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale, accusée d'avoir engagé des actions illégales et sans fondement contre les États-Unis et Israël. Les républicains américains et de nombreux démocrates s'étaient indignés de l'émission d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et contre l'ancien ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. La Cour avait estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de soupçonner les 2 hommes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pendant la guerre à Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a félicité Trump pour les sanctions imposées à la Cour pénale internationale, dont il a qualifié les actions d'immorales et d'illégitimes. Les Émirats arabes unis vont construire en France un data center géant, a annoncé la présidence française au premier jour d'un sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris. Paris qui ambitionne d'en devenir la figure de proue européenne. Le data center que vont construire les Émirats à Paris aura une capacité de calcul pouvant aller jusqu'à 1 gigawatt. Il fera partie d'un campus axé sur l'intelligence artificielle, le plus grand en Europe selon l'Élysée. Cela représente de 30 à 50 milliards d'euros d'investissement dans le cadre d'un accord de partenariat signé en présence du président français Emmanuel Macron et de son homologue émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ce campus sera développé par un consortium de champions franco-émiratis, mais sa localisation doit encore être décidée. La ministre française chargée de l'intelligence artificielle, Clara Chapaz, a annoncé que 35 sites étaient prêts à l'emploi pour accueillir de nouveaux centres de données sur le territoire français. Ils occuperont quelques 1200 hectares et leur localisation sera dévoilée en début de semaine prochaine. Et voici les principaux événements culturels de la semaine prochaine qui vous sont présentés dans cette page signée par l'agenda culturel.
pour la note finale de ce journal, une nouvelle de l'Irak. En Irak, les pistes de skateboard offrent une bouffée d'oxygène pour les jeunes. Dans ce pays conservateur qui a vécu des décennies de conflits, le skateboard est souvent considéré comme un sport alternatif pratiqué par des jeunes en rébellion. À Bagdad, une nouvelle piste de skateboard vient d'ouvrir, offrant un espace unique aux jeunes passionnés de glisse. Après 5 ans de négociations, cette première infrastructure dédiée voit enfin le jour grâce à la collaboration entre 3 associations irakiennes, italiennes et belges. Pour de nombreux jeunes, comme Rukia Al-Zubaydi, 22 ans, ce projet présente bien plus qu'un simple loisir. C'est une échappatoire dans un pays marqué par des décennies de conflits et une société conservatrice. Longtemps perçu comme un sport marginal, le skateboard trouve enfin sa place en Irak, attirant amateurs et professionnels dans un esprit inclusif. Mohamed Al-Qadi, 19 ans, se souvient des préjugés qu'il a affrontés en pratiquant dans les rues, tandis que Hussein Ali, 18 ans, rêve de voir émerger une équipe nationale. Malgré les défis d'accessibilité, les organisateurs espèrent que le bouche à l'oreille fera connaître ce nouveau lieu de liberté et de rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.